permis, avec toute la modestie qui s'attache à cet exercice, d'essayer, aujourd'hui plus que jamais, de faire à la fois œuvre de pédagogie et de pragmatisme. Non sans avoir, au nom de notre groupe, nous aussi, saluer la qualité des travaux qui se sont opérés depuis maintenant 3 semaines, avec le peu d'ingénierie qui est la nôtre. J'estime, je l'écris, je le réaffirme, que nous nous sommes hissés à un niveau d'expertise qui nous permet de tenir la dragée haute, y compris en face d'hommes et de femmes dont c'est le métier. Et les réunions auxquelles j'ai eu le privilège d'assister au ministère me laissent penser que nous avons, les uns et les autres, fait honneur à la classe politique corse et à la politique en général. Saluer aussi, évidemment, le travail des commissaires, de leurs présidents et enfin de leurs rapporteurs, particulièrement Jean-François Casal ce matin, qui nous a livré une version très fidèle, qui faisait un miroir quasi absolu de ce que nous avons vécu, y compris hier soir. Le moment est-il historique? Tout ça passera au tribunal de l'histoire avec un grand H. Nous verrons bien. Et j'ai presque envie, moi aussi, comme d'autres, de minorer la portée de cet événement. De quoi s'agit-il? Il s'agit, dans une réforme constitutionnelle, de répondre à une commande légitime, justifiée, j'y reviendrai, du président de la République, qui considère, à juste titre, qu'il faut que la Corse trouve sa place à travers un article spécifique dans la Constitution. Il s'agit de cela, de tout cela, et de rien que cela. Et la façon dont on a surjoué, la façon dont on s'est saisi de cette fièvre qui est palpable. Hier, à 18h30, nous avions les uns les autres 4 versions d'un article constitutionnel. Que je sache, la ministre nous a bien demandé d'apporter des contributions qui justifiaient l'inscription dans la Constitution. Celle-ci étant acquise. Elle ne nous a pas demandé de nous positionner en constitutionnalistes, ce que les uns les autres, et j'y reviens, j'insiste, nous avons su faire, mais même pas en constituant. Non, on est dans l'écriture constitutionnelle. Et je dis d'autant plus que par le jeu qui s'est opéré, nous aussi nous sommes sentis, sinon dans l'obligation, en tout cas dans le devoir d'y apporter notre contribution. Mon propos sera synthétique et s'organisera en 2 temps. Un temps technique, auquel, je vous le dis, la Corse ne comprend rien, ou si peu, et un propos politique, parce que cette assemblée, c'est d'abord une assemblée politique. Et une assemblée politique, pardon de le rappeler, c'est aussi l'endroit où doivent s'exprimer des différences. Je l'ai dit en début de mandature, et notre propos ne va pas varier. On peut faire de la politique sans faire de la polémique. L'expression de la différence, c'est, me semble-t-il, quelque chose qui n'est pas dépréciatif, c'est quelque chose de sain dans une démocratie. Et oui, nous avons des différences. Et autant les mettre sur la table, avec respect, avec, pour les uns, une façon passionnée, pour d'autres, de façon peut-être plus dépassionnée, de façon plus généreuse, ou moins, mais autant les mettre sur la table. Sommes-nous d'accord sur tout? La réponse est non. Avons-nous des points d'accord? Oui, on peut les minorer. Mais on peut aussi mesurer le chemin parcouru. Ceux qui ont assisté aux travaux dits de Matignon, il y a presque 20 ans, imaginait-il une seconde que la Corse puisse faire l'objet, et vous discutiez, pardon du peu à l'époque, avec des professeurs de droit constitutionnel avec vous, des monsieur Schramek. C'était, du point de vue de l'appréhension du droit constitutionnel, qui, si ma mémoire est bonne, s'enseigne encore en première année, le droit le plus charpenté, pour reprendre ma formule. Ce n'est pas le droit le plus facile, mais comme c'est celui qui offre le moins de nuances et le moins de jurisprudence, c'est souvent celui qui est le plus facile à appréhender. Nous n'avions pas en face de nous
des Schrammeck, et encore une fois, il a été rapidement fait état de ce que nous avons considéré comme être, nous, des différences. Mais en même temps, on ne va pas se renier sur l'idée que, oui, les grilles de lecture, mon cher Jean-Charles, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Les grilles de lecture parisiennes et normatives ne fonctionnent pas dès lors qu'on est spécifique. C'est ma façon d'être au monde, ma façon d'être en politique, c'est ma façon d'être régionaliste. Je l'assume, je le revendique. Et je n'ai pas besoin que Paris m'explique que nous sommes spécifiques. Je n'ai pas besoin d'aller au Sénat qu'on m'explique que nous sommes différents. Et quand nous nous rendons à Paris, ce n'est pas pour mesurer les seuils d'acceptabilité, ça c'est la conséquence de l'échange. Mais c'est d'essayer de faire promouvoir ce que nous mettons sur la table, qui vous semble évidemment minimaliste, on le serait à moins, mais qui, compte tenu des seuils d'acceptabilité, deviennent audacieux. Donc oui, il faut un article spécifique parce que la géophysique s'impose. Nous sommes une île, nous sommes une montagne, nous sommes un relief, nous sommes la région la plus pauvre de France, et on y reviendra. Donc ça exige un article spécifique, ça exige la reconnaissance de cette spécificité, ça exige qu'on la motive. Alors, arrivons techniquement, très rapidement, au point qui fait désaccord, avec les nuances et les ambiguïtés qui se sont fait jour au gré des échanges que nous avons eus ensemble, et je le dis ici, publiquement, avec Madame la Ministre. Le cas par cas a-t-il fonctionné? On ne va pas s'expliquer entre nous que ça a fonctionné. Il n'a jamais fonctionné. Est-ce que pour autant il faut aller à l'habilitation permanente? Nous ne partageons pas cette mécanique intellectuelle. Est-ce que le droit nous est permis, dans une assemblée politique, de manifester cette différence? Est-ce qu'on a le droit de considérer que la mécanique, elle est sinon habile, en tout cas hâtive et précipitée, que de considérer que parce que le cas par cas n'a pas fonctionné, il faudrait aller à l'inhabilitation permanente? Est-ce qu'il est d'autant plus justifié lorsque vous demandez à une ministre représentante du gouvernement, armée de 10 hauts fonctionnaires, de vous livrer un diagnostic, et que ce diagnostic est livré sur un coin de table par une adjointe au directeur des collectivités locales qui vous donne une approche chiffrée en espace de 30 secondes? Est-ce que tout cela vaut diagnostic? Est-ce que intellectuellement c'est satisfaisant pour dire qu'il faudrait aller à l'inhabilitation permanente? Nous croyons que non. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse technique. On nous explique que, y compris dans le 73, l'habilitation n'a pas fonctionné. Est-ce qu'elle a fonctionné tout le temps, de façon fluide, de façon opérationnelle? Certainement pas. Est-ce qu'elle n'a jamais fonctionné? Est-ce qu'elle n'a pas fonctionné en Guadeloupe, qui a été la première, et à un moment donné la seule, à actionner ce dispositif qui est riche de potentialités? Est-ce qu'en Guadeloupe, on n'a pas été conduit à une disposition législative d'habilitation qui a créé les conditions pour que, à un moment donné, en matière de demande d'énergie, on ait une réglementation thermique particulière? Est-ce qu'il est fondé de dire que ça n'a jamais marché? La réponse est non. Est-ce que nous sommes sourds au point d'entendre qu'évidemment tout ça engorge le Parlement et qu'en matière opérationnelle il y a des difficultés? Nous sommes d'accord, mais nous avons, dans la contribution qui est la nôtre, sinon une parade, en tout cas le souci de l'opérationnalité. Parce que lorsqu'on demande à la ministre pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais on le sait un peu, on sait très bien qu'en vertu de l'article 21 qui dit grosso modo que c'est le Premier ministre et le Parlement qui font et la loi et le règlement. Et lorsque vous arrivez avec votre loi du 22 janvier 2002, il y a une sorte de mépris institutionnel. Mais dès lors que nous prenons l'initiative dans le texte constitutionnel lui-même de créer les conditions d'opérationnalité, on veut, nous, que cette loi fonctionne. Et on considère, que l'adaptation, pour nous, est sinon un horizon infranchissable. Et j'en viens à la deuxième partie, en tout cas une façon d'adapter la loi et de créer les conditions pour que, oui, mon cher Jean-Charles, en tant que régionaliste, la loi normative qui fait que nous ne sommes ni
le Pas-de-Calais ni la Nouvelle-Calédonie soient adaptés à la spécificité de l'île, dans tous les domaines. Et quand j'énonçais des domaines, y compris de façon complète et exhaustive, dans ma logique, c'était, et j'interdis quiconque de laisser penser que nous n'aurions pas été constants sur ce sujet. C'était parce que nous, au cas par cas, on ne s'interdit rien. Et j'en viens, à la dimension politique de cet échange. Parce qu'on fait comme si la politique était étrangère de nos débats. Du point de vue politique, on pourrait se satisfaire que vous montiez à Paris, je parle des deux présidents, représentants légitimes de cette institution, forts du soutien du parti du président de la République. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. S'agirait-il d'une posture? Est-ce qu'il s'agirait pour nous, dans un réflexe type cordon sanitaire, de créer les conditions pour ne surtout pas vous associer ou nous associer à vos voix ce soir? Mais ce serait petit jeu, ce ne serait pas à la hauteur des enjeux. En même temps, est-ce qu'inversement, on peut s'autoriser une fois de temps en temps le droit de ne pas être d'accord? Et là, on rentre au cœur du politique. Et c'est sur ce point que je voudrais, sinon m'attarder, en tout cas très rapidement, vous donner mon sentiment. De quoi s'agit-il? Il s'agit de considérer que, au motif que nous serions à rentrer, on raterait quelque part le train de l'histoire. Mais le train de l'histoire, il a déjà été fixé par le président de la République lorsqu'il dit « vous aurez droit à un article spécifique ». Là où nous raterions le train de l'histoire, c'est si en effet nous créions les conditions, ici, en freinant le processus, pour que cet article ne soit pas producteur de droit, pour qu'il ne soit que décoratif. C'est si nous régressions, si en gros on rentrait, comme j'ai entendu hier, dans le droit commun. Mais le droit commun, quand vous prendrez le soin ou le temps ou la disponibilité d'aller discuter avec des sénateurs, ils vont vous expliquer ce que c'est le droit commun. Ce n'est pas avoir un article spécifique dans la Constitution. Et j'en viens au mode opératoire. Ce qui fait l'opérationnalité, ce n'est pas de savoir si l'habilitation est permanente. En tout cas pour nous, c'est notre interprétation. Au cas par cas. C'est pas de savoir si les choses vont avancer plus ou moins vite. C'est de savoir si nous sommes spécifiques. Et ce qui fait que nous allons pouvoir déroger. Parce que l'idée, c'est quand même celle-là, qu'on puisse de temps en temps ou tout le temps déroger. C'est parce qu'on va vers de la spécificité qui va être reconnue dans le droit. J'en finis, Monsieur le Président, si vous le permettez. Donc, le pas historique, sans être maximaliste, il est déjà franchi. Il est déjà acquis par la volonté et par la commande du Président de la République. En nous entendant dire, vous êtes allé prendre vos ordres au Sénat. Pardon, mais ici, ce soir, nous, on n'est pas le parti du président. Et être régionaliste, mon cher Jean-Charles, c'est n'avoir aucune tutelle nationale, y compris partisane. Je n'ai aucune carte d'aucun parti. Et lorsque je me rends au Sénat, c'est librement, avec mes opinions, mes idées, mes idéaux. C'est ça, notre façon d'être régionaliste, aussi. Enfin, Monsieur le Président, ce qui nous distingue fondamentalement, c'est l'idée sous-jacente selon laquelle l'autonomie accrue serait synonyme de bonheur accru. Vous convoquez le droit comparé. Il en va, Monsieur le Président de l'Assemblée, je m'adresse particulièrement à vous, vous c'est amateur de littérature, il en va du droit comparé comme de la littérature comparée. Lorsque vous dites en Corse, par exemple, ci si maleva d'un seme, le génie de la langue n'a pas la peine portée lorsque vous dites on a été élevés ensemble. En matière de droit comparé, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal n'ont pas la même histoire que la France. Et aller dire que toutes les îles méditerranéennes, peu ou prou, ont des statuts d'autonomie, c'est bien. On peut aller plus loin. On peut aller les uns les autres regarder un indicateur qui aujourd'hui est beaucoup plus significatif que le PIB. Ce sont les indicatifs de bien-être. Allez regarder en Sardaigne, aux Baléares, aux Açores, à Madère, à Chypre, à Malte, ces indicateurs de bien-être.
tous ces gens qui ont acquis l'autonomie, au gré du temps, au gré de l'histoire respective de ces pays. On nous fait le procès, pour finir, de ne pas être des décentralisateurs. J'allais presque dire chiche. On va recentraliser ou on va décentraliser? Est-ce que, lorsque, je l'espère, des évolutions de notre statut viendront sur la table, est-ce que vous serez prêts à sortir de cette centralisation ajaxienne et à opérer des transferts de compétences vers ce que nous appelons les territoires? Car nous, en tant que régionalistes, on est pour donner de l'oxygène à notre territoire. À ce moment-là, on verra qui sont les décentralisateurs et qui sont les centralisateurs. Enfin, et pour conclure, parce qu'il est question de politique, et parce que nous avons un choix politique à faire, nous considérons que nous ne sommes pas nationalistes. Il faut le dire, parce que la toile de fond de cette histoire, c'est quand même de créer les conditions pour que le choix que nous opérons aujourd'hui soit opéré à la lumière de notre histoire, de nos engagements respectifs et des mandats que nous avons reçus les uns et les autres. Avez-vous reçu le mandat d'aller jusqu'où vous allez, et peut-être même jusqu'où vous aimeriez aller? La réponse est oui. Avons-nous reçu le même mandat du peuple? Est-il interdit en démocratie, sinon de s'enfermer dans des mandats impératifs, de créer les conditions pour aller vers des mandats représentatifs, le plus représentatif possible des mandats que nous avons reçus du peuple? Moi, je crois que oui. Et je crois qu'il n'y a pas de honte, à un moment donné, de marquer des limites et des différences. Vous avez convoqué, Monsieur le Président, ce matin, ces propos d'une magnifique chanson. Et parce que je crois que la poésie s'adresse mieux aux technocrates que ne s'adressent les textes, il était intéressant que Madame la Ministre et ses fonctionnaires entendent la chanson magnifiquement interprétée par Feli. C'est l'histoire d'un fleuve qui s'adresse à un autre fleuve. C'est l'histoire du Golo qui s'adresse à la Seine. Et en effet, cette conclusion est magnifique, parce qu'elle dit notre différence. Vous avez souvent, dans l'histoire, et nous n'avons pas la même histoire politique, considéré qu'il fallait entretenir avec l'État des rapports de force. Nous considérons qu'il faut entretenir avec l'État la force des rapports. Et c'est ce qui nous distingue. Et c'est ce que dit la chanson. Et vous les avez rappelés ce matin, je voudrais les rappeler. Chi dice la canzone alla fine? Se c'è un domani di pace, a mese sciume. S'il y a des lendemains possibles à écrire, au milieu des tourments, on pourrait dire comme ça. Parlare insieme au seno, parlare insieme fiume a fiume. En parler d'une certaine façon en tête à tête. Nous privilégions le dialogue. Nous privilégions un dialogue constructif, serein, dépassionné, opérationnel avec l'État, fando nostre a moderazione di stesante parole, biu monde moglie, d'accettare l'idea che siamo capaci anche noi di scrivere la bene diagnostica con il nostro cuore, con la nostra coscienza e in una certa maniera con il nostro ideale. Et parce qu'il n'y a pas la moitié d'un cœur qui puisse exister, parce qu'il n'y a pas la moitié d'une conscience qui puisse exister, parce qu'il n'y a pas la moitié d'un idéal qui puisse exister, on vous demande de considérer que notre contribution n'est pas la moitié d'une contribution, mais qu'elle trouve sa place dans une démocratie qui ne peut pas être la moitié d'une démocratie, mais qui s'exerce ici de manière pleine et entière. Je vous remercie.